parti alors. Je vous propose qu'on démarre. Ce soir, on va prendre le temps de parler d'un sujet que je trouve passionnant et fascinant, qui est les croyances et les croyances limitantes en particulier. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet aussi, bien sûr. J'ai envie que ce live il soit interactif. Donc j'ai envie que vous puissiez intervenir dans le chat quand vous en avez envie, soit pour rebondir sur quelque chose que j'ai dit, soit pour compléter, soit pour poser vos questions. L'idée, c'est qu'on passe ce moment ensemble, sinon j'aurais enregistré une vidéo. Donc n'hésitez pas à interagir et ce sera avec plaisir que je vous répondrai, soit au fur et à mesure, soit à la fin, en fonction de comment les questions s'emboîtent dans ce que j'ai prévu de vous dire. Hello tout le monde, bienvenue ici. Donc ce soir, on va aborder une vision un peu plus singulière du coaching que ce que vous avez probablement l'habitude de voir ou d'entendre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et qu'est-ce qui fait que je suis bien placée pour vous en parler? Je ne sais pas d'ailleurs parmi vous qui me connaît déjà, qui me découvre. Pour ceux qui me connaissent déjà, ça fera une petite redite rapide et pour les autres, ça vous permet d'avoir un peu plus de contexte. Donc ça fait 13 ans que j'entreprends dans des domaines très variés, mais toujours avec de l'humain. Ça fait 7 ans que je suis coach et j'ai créé mon école de coaching en 2021. École dont je vous parlerai tout au long de la soirée au fur et à mesure de ce qui sera pertinent. Et depuis l'année dernière, je me suis associée à Laurence, qui n'est pas là ce soir, mais que vous avez probablement vu quelque part, soit sur le compte Instagram de la Coach Academy, soit dans le groupe WhatsApp si vous y êtes, soit dans d'autres masterclass si vous y avez participé. Elle aussi, elle est à la tête de son école de coaching, mais en Belgique. Et il y a plus d'1 an maintenant, on s'est rencontrée un peu par hasard. Elle a participé à une retraite que j'ai organisée. On a parlé de nos écoles et on s'est dit que c'était très complémentaire ce qu'on faisait. Et donc, on a décidé d'associer nos forces pour créer cette nouvelle génération de l'école. Vous allez voir, peut-être dans la soirée, je vais utiliser un terme qui est coach d'élite, parce que c'est vraiment notre ambition, c'est de former l'élite du coaching. Donc, c'est quoi un coach d'élite? Notre définition à nous, et ça c'est personnel, mettez celle que vous voulez dessus. La nôtre, c'est un coach qui est excellent dans ce qu'il fait. Il n'est pas juste bon, et ça on en parlera après. C'est un coach qui est humble aussi et qui a l'humilité de se rappeler qu'il ne sait pas tout et qu'il est toujours bon de se former. Il est du coup en questionnement perpétuel sur sa pratique, sur ses connaissances, sur ses certitudes aussi et sur comment s'améliorer. Il est dans une logique d'évolution continue. Il est capable de remettre en question ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit comme étant vrai. Il est capable de quoi encore? De prendre du recul, évidemment, sur sa pratique. Il est enclin à l'idée d'être supervisé et d'avoir un regard extérieur sur ce qu'il fait avec ses clients. Il est compétent, évidemment, et il est lucide sur toutes les zones dans lesquelles il n'est pas compétent aussi. Et il est dirigé par l'envie de contribuer, d'avoir de l'impact à une échelle qui le dépasse. Ça, c'est notre définition à nous. Voyez si elle vous convient ou pas. Et je regarde en même temps vos petits messages. Sabrina, je te connais, je me lasse pas de t'entendre. C'est vrai que toi, je crois que tu es présente souvent au masterclass. Coucou Emmanuel, Sandra. Je suis bien coach d'élite sur ces points alors. Eh ben très bien. Aurélie, est-ce que tu es Aurélie de la toute dernière session qui vient de se terminer? Si oui, c'est évident que tu es coach d'élite. Personnellement, je continue de me former, évidemment, et de challenger ma vision. En ce sens, j'enrichis le contenu de la Coach Academy perpétuellement, puisque j'apprends des nouvelles choses que je trouve pertinentes et je les retransmets à mon tour. Et en étant dans cette démarche-là, je me suis dit que c'était intéressant de prendre un temps avec vous ce soir pour pouvoir vous partager mes réflexions de ces derniers mois sur ces sujets, notamment des croyances, mais pas seulement, vous le verrez. Et puis voilà, pour vous en dire deux mots sur la Coach Academy, je vous en parlerai un peu plus tard. Et si vous avez des questions, évidemment, vous êtes libre de me les poser. On est en plein dans un beau et gros parcours de refonte du programme, puisqu'on est en préparation de la certification au RNCP.
ce qui est un gros chantier comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, ça nous demande, d'un point de vue administratif, de remettre dans des cases différentes tout ce qu'on enseigne déjà depuis plusieurs années. Et on a ouvert la liste d'attente pour la rentrée. On fait une rentrée par an maintenant, et ce sera donc la rentrée de septembre 2026. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous invite à réserver un appel justement pour pouvoir en parler. Je vais vous mettre le lien ici d'ailleurs, comme ça vous l'aurez normalement dans le chat. Voilà, et je vais le laisser comme ça pour les personnes qui sont intéressées ou qui le seront au fur et à mesure de ce que je vais partager. Vous aurez déjà ce lien-là. Et maintenant, je suis curieuse quand même de connaître un peu votre situation à vous, parce que c'est bien beau de vous parler de qui je suis, mais j'aime bien aussi savoir qui vous êtes pour que je puisse comprendre qui j'ai en face de moi, même si j'ai vu quelques prénoms que je connais et du coup j'arrive à vous remettre dans les différentes options de ce quiz. Donc vous pouvez voter, vous cliquez dessus, vous votez juste pour votre situation, que je sache si vous êtes plutôt une majorité de coachs déjà formés, si vous avez envie de vous former au coaching, si vous êtes en train de vous former au coaching, si vous n'avez pas forcément envie de devenir coach, mais par contre les compétences et les outils vous intéressent, et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent d'ailleurs. On accompagne de plus en plus de managers, de personnes qui bossent dans les ressources humaines, de chefs d'entreprise et de cadres dirigeants. Vous voyez, toute cette partie-là professionnelle qui n'a pas forcément pour but de faire du coaching son métier, mais qui a envie de maîtriser ces outils parce qu'ils se rendent compte qu'on travaille vachement mieux avec les humains quand on les comprend bien. Donc comme ça me permet de voir à peu près où vous en êtes. Pour l'instant, on a donc une majorité de coachs déjà en activité. Si vous voulez dans le chat peut-être dire votre spécialité, si vous en avez une, et le nombre d'années depuis lequel vous pratiquez. Comme ça me permet de voir et peut-être d'adapter par la suite. Hop, ce que je vais vous partager pour que ce soit le plus pertinent. Donc, je vous l'ai dit, ce soir, j'ai envie que ce soit interactif. J'ai carrément même pas préparé de slides. Je me suis juste fait des bullet points de ce que j'ai envie de vous dire pour que, à la fin, je me dise pas « Oh mince, j'aurais dû leur parler de ça et l'avoir oublié ». Mais j'ai vraiment envie qu'on puisse en parler ensemble. Et pour ça, j'ai une première question pour vous. Que vous soyez déjà coach, en formation, ou pas encore coach et pas encore formé, peu importe, je veux bien savoir, d'après vous, c'est quoi une croyance limitante? C'est quoi votre vision sur le sujet? Comment est-ce que vous définiriez ce que c'est qu'une croyance limitante? Étant donné que ça va quand même être le sujet de notre soirée, je me dis que ça peut être cool de commencer par là. Je vais pas reprendre après vos définitions en les corrigeant, genre j'ai le savoir absolu sur ce que c'est. Je vais pas ouvrir un Larousse pour le corriger non plus. C'est plutôt pour voir, d'après votre perception, par quel angle est-ce que vous prenez la chose pour pouvoir le décrire. Et moi, pendant ce temps-là, je lis vos petites réponses. Donc Charlène, une jeune coach d'élite, exactement, Astro Coaching. Beaucoup de collègues à mon école de coaching qui venaient juste pour les outils. Ouais, on en voit de plus en plus. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est évidemment des gens qui veulent devenir coach, mais aussi beaucoup, comme je vous disais, des gens qui n'en ont pas forcément envie, mais qui veulent maîtriser ces outils-là pour les adapter dans leur job, très souvent managers, dirigeants, RH, etc. Et des personnes qui viennent le vivre pour elles, pour la transformation personnelle avant tout. Et ça, c'était la troisième cible à laquelle on s'attendait moins et où il y a des super résultats aussi. Sabine, terminer la formation avec la Coach Academy, une touche de joie, donc du coup, avec Laurence sur la Belgique. Sabrina, coach relation à l'argent. Emmanuel, coach depuis très peu. Jade, une dizaine d'années, pas de spécialité. Ok. Sandra, t'accompagnes les entrepreneurs neuroatypiques depuis 4 ans. Et donc, on a Sabrina qui est la première à nous donner sa vision des croyances limitantes. Je vous invite à le mettre dans le chat parce que ça va nous aider. On va pouvoir s'appuyer aussi là-dessus pour que la soirée soit chouette, quoi. Donc Sabrina, toi tu mets, c'est une vision personnelle qui voit les choses qui nous limitent, qui nous bloquent. Ok. Julie, pour moi, c'est une croyance qui est ancrée et on est persuadé que c'est normal. Le côté limitant t'empêche d'avancer. Ok. Est-ce que vous avez d'autres définitions à apporter? Définition, encore une fois, pas au sens universel et on doit tous être d'accord là-dessus. Là, ce qui m'intéresse, c'est vous, en fait, ce que vous avez à dire là-dessus.
Marie-Ève, une perception qui met plus de balises que ce qu'il y en a réellement et qui nous empêche d'aller là où on veut aller. Anne-Sophie, une pensée qui nous limite. Emmanuel, c'est une idée que tu tiens pour vraie mais qui te freine au lieu de t'aider. Ces croyances ne sont pas forcément objectives ou réelles, viennent de l'éducation, des expériences passées. Ouais, chouette. Ben, je pense qu'on va tous dans la même direction. Hein. Finalement, on voit à peu près de quoi il s'agit. Et justement, parce qu'on voit de quoi il s'agit, moi, ce que j'ai envie de vous apporter ce soir, c'est un regard différent dessus. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Ça veut dire que c'est là pour vous montrer une autre manière de les aborder peut-être, soit dans vos futurs coachings si vous êtes déjà coach, soit dans votre envie de monter en compétence sur ce sujet pour pouvoir accompagner encore mieux ce qui est quand même le cœur du coaching autour des croyances. Voilà, j'ai pas d'autre soit. On aurait dit que ma phrase n'était pas terminée, mais je pense qu'elle l'est. C'est une croyance qu'on croit vraie. Alors attendez, avant de lire les questions, je vais vous poser la suivante, comme je sais qu'on a un petit décalage entre nous. Comme ça, vous y répondez et moi, je termine ma lecture. Ma question d'après, c'est, j'aimerais bien que vous partagiez 1, 2, 3 croyances max limitantes que vous pensez avoir. Donc là, ça parle plus de vous. C'est parmi toutes les croyances limitantes qui existent, si on pouvait les répertorier, je crois même pas que ce soit possible, quelles sont celles que vous avez conscience d'avoir en ce moment dans votre vie? Et moi, je continue ma lecture. Donc c'est une croyance qu'on croit vraie, mais qui nous empêche d'avancer, qui freine pour la prise de décision. Des filtres extérieurs qu'on intègre comme prisme et qui nous empêchent de voir autrement. Croyances biaisées qui empêchent d'être complètement épanouis. Quelque chose qui est ancré depuis l'enfance et qui est un sacré frein dans notre quotidien pour passer à l'action. Pas toujours depuis l'enfance d'ailleurs. Hein. Les croyances, elles peuvent se créer après ça. On en hérite beaucoup à travers notre éducation, etc. Mais on en construit aussi, avec nos expériences notamment. Une histoire qu'on se raconte sur une situation qu'on vit nous limite car on l'a intégrée comme une vérité. Ouais, vous tournez autour du même sujet. Logique, sinon probablement que vous vous seriez pas inscrit ce soir. C'est que quand même le sujet vous intéresse et du coup, s'il vous intéresse, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes un peu renseigné dessus. Il y a en effet cette notion de perception erronée qu'on tient pour vrai, globalement, si on devait résumer vos réponses. Une histoire qu'on se raconte sur une situation qu'on vit. Ah oui, ça je l'ai déjà lu. Les croyances limitantes qui peuvent être aussi une opportunité d'évolution. Oui, complètement, Charlène. On va parler de tout ça. Et donc là, on rentre dans les croyances que vous percevez être limitantes et que vous avez. Croire que les riches sont arrogants, que l'argent est sale. Ok. J'arriverai jamais au même niveau et succès que insérer ici un modèle professionnel, ok, qui doit pouvoir se décliner en une infinité de personnes, puisque du coup cette croyance doit te dire qu'il y a tellement de personnes mieux que toi. Sabrina, que le travail doit être dur. Je suis introvertie, c'est difficile de créer de nouvelles amitiés. Croire que gagner de l'argent n'est réservé qu'à une catégorie de personnes. J'ai bientôt 60 ans, j'imagine, en reconversion en coaching suite à un licenciement que je vais avoir du mal à trouver du travail vu mon âge. Ouais, si tu souris à la vie te sourira. Alors peut-être c'est une croyance plus ressource. Peut-être on a envie de la garder, celle-là, Julie. Je sais pas. Est-ce qu'elle te limite à un moment donné dans tes choix, dans tes actions? Ok, super. Donc ça, c'est des croyances que vous avez, que vous ressentez personnellement. J'imagine que des exemples de croyances limitantes, vous en avez plein parce que on les voit aussi chez les gens et probablement pour les coachs ici qui ont déjà coaché, vous en entendez plein, donc vous devez avoir beaucoup, beaucoup d'exemples aussi. Sans diplôme, certification, on ne prendra pas au sérieux. Ouais, c'est bien, vous allez sur des domaines variés en plus, donc j'imagine que les croyances des uns, à mesure que vous les lisez, vous inspirent sur vos propres croyances. Et dernière question, cette fois pour vous, et ensuite je rentre dans le cœur de ce que j'ai envie de vous partager. Comment est-ce que vous abordez les croyances limitantes dans un coaching? Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore coach, projetez-vous. Imaginez que vous êtes coach et vous faites une séance là avec un client. Je suis votre client et on est en visio. Je parle d'une croyance limitante que j'ai. Comment est-ce que naturellement vous abordez ça dans un coaching? Donc pour les coachs déjà coach, comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Et pour les futurs coachs qui ne sont pas encore formés ou qui sont encore en formation, comment est-ce que vous imaginez
qu'on va aborder ça. Et pareil, je mets quand même une petite précision là-dessus, c'est absolument pas pour juger votre pratique, c'est pas pour dire ça c'est pas bien comme tu fais, c'est plus pour avoir une tendance de la manière dont vous gérez ces sujets-là, pour pouvoir par la suite vous montrer une autre façon de faire qui n'est pas forcément meilleure, qui est juste différente. Et moi, pendant des années, je n'ai utilisé que les méthodes, on va dire, plutôt traditionnelles vis-à-vis des croyances limitantes qu'on va probablement partager. Donc, Sabrina, je dois avoir beaucoup de followers pour avoir des clients. Autre croyance limitante. OK. Et donc là, on a le début. Donc, vous commencez sensiblement tous par des questions pour l'instant. Clémence, d'où est-ce qu'elle vient d'après toi? Donc là, on irait creuser dans où est-ce qu'elle a été construite. Sur quoi repose votre croyance? Jade, qui peut-être là vient challenger le décalage qu'il y a entre la perception et la réalité, les faits. Qui te dit ça? Pourquoi tu dis ça? J'essaie de les ramollir en questionnant... Les ramollir, j'aime bien cette idée. En questionnant le coaché, si c'est quelque chose de vécu, si quelqu'un pense la même chose que lui. Oui, si quelqu'un pense... Si tout le monde n'est pas d'accord pour dire la même chose, c'est un bon indicateur pour voir que c'est une croyance. Même sur des trucs qu'on pense vraiment certains, pour lesquels on pourrait mettre notre main à couper que c'est vrai et que c'est pas une croyance. Clémence, est-ce que tu trouves une forme de réconfort dans cette croyance? On cherche si c'est toujours vrai. Je demande comment ça se manifeste dans sa vie. Je procéderai par une série de pourquoi, puis je proposerai d'imaginer les conséquences, si oui, action, et puis aussi si non. Ok, c'est chouette, vous avez des bonnes pistes. Et en effet, ici, c'est la voie traditionnelle et efficace, je veux dire, qui fonctionne pour aborder une croyance, à savoir aller la challenger un peu pour essayer de créer une brèche et se dire, attends, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est un programme que j'ai à l'intérieur de moi? Comprendre pourquoi la personne dit ça, avoir des exemples concrets qui affirment sa croyance, lui permettre de trouver d'autres situations contraires, les bénéfices de cette croyance, en quoi c'est un risque. Ouais, très bien. Ben, en fait, comme je vous disais, le but n'est pas de dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est plutôt de voir que de façon générale, on a une approche des croyances limitantes qui est sensiblement la même, à savoir questionner un peu, comprendre d'où elle vient, comprendre ce qui la maintient toujours d'actualité, comprendre les bénéfices cachés qu'on a à la garder, et puis la challenger pour voir si c'est vraiment vrai et si on peut pas envisager un scénario alternatif. Globalement, ça, c'est une méthode qui fonctionne, qui existe depuis très longtemps, que j'ai moi-même utilisée. Mais du coup, c'est pas de ça dont on va parler ce soir, puisque j'ai envie de vous apporter une autre manière de pouvoir travailler autour de ces croyances-là. Déjà, juste petit rappel, principalement pour les personnes qui ne seraient pas encore formées parmi vous, et puis ça fait toujours une bonne piqûre de rappel pour les autres. On a 3 types de croyances officiellement, même si je crois de moins en moins en celle du milieu. Je vais y revenir. Je vois juste une nouvelle proposition. Et si vous alliez contre, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous pourriez appréhender? Oui, en effet, venir confronter la croyance. Parce que sinon, elle reste au stade de concept, d'idée que j'ai. Et là, toutes vos questions permettent d'aller dans le concret et dans la réalité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc 3 types de croyances. Les croyances limitantes, les fameuses qu'on nous vend comme nos ennemis jurés à abattre ou à ramollir, du coup, comme dit Sabrina. Ces croyances limitantes, elles bloquent l'action. C'est le fameux « je voudrais mais ». Et toute l'industrie du développement personnel repose là-dessus. Une grande partie de l'industrie du coaching aussi. C'est... Oui, voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Croyances limitantes, première catégorie. Deuxième catégorie, et c'est celle-ci avec laquelle je suis de moins en moins d'accord, c'est les croyances neutres. Croyances neutres, c'est-à-dire qu'elles ne m'aident pas, elles ne me bloquent pas. Je suis moyennement d'accord avec cette idée à mesure que le temps passe, parce que je me dis que soit c'est un constat qui du coup est neutre et vérifiable, mais on n'est plus dans l'ordre de la croyance, on est plus dans l'ordre du fait. Lille est au nord de Paris, quoi. C'est pas vraiment une croyance, même si je crois que c'est vrai. C'est aussi quelque chose de vérifiable. Soit
ça peut être polarisé, même si on a l'impression que c'est neutre au départ. Par exemple, je suis calme le matin quand je me réveille. On peut se dire que c'est une croyance qui est neutre, elle ne m'aide pas, elle me dessert pas. Mais en vérité, elle peut très vite glisser sur la pente polarisante. Soit je survalorise ce tempérament calme et du coup, je vais détester les gens qui sont grognons le matin et ils vont me déclencher à chaque fois que je les vois. Et du coup, je vais plus m'autoriser à sortir de ce rôle-là et je vais m'imposer à être calme parce que c'est l'image que j'ai de moi, etc. Pareil pour tout, j'aime pas l'administratif, je peux avoir l'impression que c'est un constat, c'est une croyance qui est neutre. Elle est peut-être pas neutre parce que peut-être qu'à un moment donné, elle va me bloquer dans mon évolution. Donc, cette histoire de croyance neutre, je veux bien votre point de vue sur le sujet, mais moi, je suis de plus en plus sceptique sur la croyance vraiment profondément neutre et pas du coup tomber dans le constat qui, lui, oui, est neutre. Et on a de l'autre côté, donc on a la croyance limitante et on a la croyance ressource aussi, qui, elle, aide le passage à l'action. Elle, ma foi, on est bien d'accord de la garder. Et c'est là où il y a déjà un petit déséquilibre, si vous voyez bien, c'est que d'un côté, on a la grande méchante croyance limitante, et de l'autre, on a la gentille petite croyance ressource. Et du coup, on vient déjà polariser ce truc-là, alors qu'on est fait des deux parties. Il y a une partie, on est bien d'accord de la garder, mais il y a une autre partie, on n'en veut pas, et on veut qu'elle dégage. Donc déjà là, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui pourrait être un peu challengé dans l'idée. Je regarde ce que vous avez mis. Croyance limitante bloque l'action, exactement. Si c'est un fait, c'est une limite. Est-ce que si c'est un fait, c'est une limite à chaque fois? Pas forcément. Bah, je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Je dirais pas forcément, mais en effet, si on se dit c'est comme ça et pas autrement parce que c'est un fait, ça devient une limite. Un peu comme les humains ne peuvent pas voler, tu vois. Vraiment eux, pas dans un avion. Eux, en tant qu'êtres humains, ne peuvent pas voler. Oui, c'est limitant et en même temps, ça fait partie de notre condition d'être humain sur cette terre. La croyance ressource est essentielle pour nous permettre de passer à l'action. Exactement. C'est forcément subjectif, une croyance donc biaisée. Après, il peut y avoir une croyance répandue. Oui, complètement. Mais du coup, d'où le piège de penser que c'est pas vraiment une croyance parce qu'elle est neutre, et donc ça vient la renforcer comme étant limitante. En fait, en fonction de notre évolution, une croyance peut être ressource aujourd'hui, mais demain limitante et vice-versa. Complètement, c'est exactement ça. Et Rosanne, finalement, comme pour les émotions, quand on veut effacer notre peur ou notre tristesse plutôt que l'accueillir, écouter son message et le transformer en carburant. Eh ben ouais. Et du coup, je pense que la suite va te parler aussi par rapport à ça. Si je schématise et que je suis volontairement polarisante dans ma façon de vous le présenter, on pourrait dire qu'il y a 3 catégories de coachs. Il y a les mauvais coachs. Et quand je dis mauvais coach, c'est pas forcément volontaire. Ils n'ont pas forcément la volonté d'être mauvais, même rarement. Et ici, je mettrais les coachs qui ne coachent pas, en fait. Les coachs qui conseillent, qui se mettent à la place de moi, à ta place, voilà ce que je ferais. Et plus subtil aussi, parce que ça, malheureusement, il y en a beaucoup et qui disent pourtant qu'ils font du coaching et pas du mentorat, par exemple. C'est des coachs qui vont être là, mais plus en mode je te motive, je te réconforte, je te dis que tu es trop capable et que ça va aller. Ça, tout ça, pour moi, c'est pas du travail de coaching. C'est, par contre, ça fait du travail sur le lien humain, sur la qualité de relation, etc. Ça, c'est indéniable. Mais si je schématise, catégorie mauvais coach, c'est j'ai le titre coach, mais je ne coache pas véritablement. Ensuite, on a le bon coach. Le bon coach, il questionne, il aide à trouver des réponses à la question, il ne les trouve pas à la place de son client, mais il l'accompagne dans le process pour qu'il arrive à la question. C'est là où on trouve la majorité des coachs. Et puis, on a le fameux coach d'élite dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui est l'excellent coach. Et ici, ce qu'il fait, c'est qu'il effondre la question. Et je vais revenir après, dans la suite de la masterclass, sur ce que ça veut dire concrètement, mais quand on effondre la question, ça veut dire que votre client en séance, il ne cherche plus la réponse parce qu'il n'a plus la question. Il est plus en train de se la poser. Et nous, bah vous vous en doutez, c'est la 3e catégorie, c'est les coachs d'élite qu'on prend plaisir à former. Je regardais juste s'il y avait un petit message, mais non, je l'ai déjà lu, donc c'est tout bon. Le problème qui se pose avec les croyances limitantes, c'est que
quand on a envie, évidemment, je pars du principe que vous avez tous envie d'être excellents et que vous avez tous envie d'être des coachs d'élite. OK. Donc avec ça, le problème qui se pose et la vision différente de ce que vous avez déjà probablement vu va commencer ici, c'est que aborder les croyances limitantes comme étant limitantes pour notre client, c'est que ça porte involontairement, ça porte implicitement, ouais, c'est plus ça le mot, l'idée qu'il y a quelque chose qui joue contre moi. L'idée que un truc que je porte en moi est limitant pour que je puisse faire, obtenir, être ce que je désire. Et donc, on va travailler dessus parce qu'il faut le résoudre. Et ça, finalement, c'est déjà un peu problématique parce qu'on part du principe que tout ce qui est là n'est pas parfait et qu'il y a des choses que nous, humains, nous allons corriger pour que ça devienne parfait selon notre perception de ce que ça devrait être pour que ce soit bien. Et finalement, ce qu'on appelle croyance limitante, c'est toujours, et je vous invite à vous questionner sur celles que vous portez et sur celles que vous entendez autour de vous, ce qu'on appelle croyance limitante, c'est toujours lié à une comparaison avec quelqu'un d'autre. Par exemple, je ne suis pas assez disciplinée. Je me compare avec quelqu'un qui l'est. Et du coup, j'estime que dans le classement, je le suis moins que lui. Donc, c'est pas assez. Donc, je dois travailler là-dessus pour m'améliorer et remonter à son niveau. J'arrive pas à épargner assez d'argent. Ou je n'arrive pas à placer mon argent pour l'investir alors qu'on entend partout que c'est trop important de le faire. Je me compare à quelqu'un qui économise et qui investit. En fait, et c'est là que c'est intéressant, et je vais peut-être vous le répéter 2 fois parce que c'est là le cœur de ce qu'on va aborder et de ce que j'ai commencé à bien introduire, mais tout le truc que j'ai envie que vous reteniez, c'est que ce qu'on appelle croyance limitante n'est en fait une croyance limitante que pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Si je me compare à quelqu'un qui a un autre fonctionnement, une autre vie, d'autres valeurs, d'autres priorités, etc., en effet, ma croyance à moi me limite pour me rapprocher de cette vie-là. Mais du coup, ça veut dire que cette même croyance, sans même la changer, sans même travailler dessus, sans même trouver des bénéfices, des ressources, etc., elle devient aidante dès l'instant où je comprends que si j'ai cette croyance, c'est pour m'aider à rester aligné avec mes propres valeurs et à pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez sur ce sujet ? Finalement, la croyance n'est limitante que pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais la même croyance est aidante pour m'aider à garder le cap de ma vie à moi. Ok ? Je vous laisse digérer ça. Je continue, mais si jamais ça soulève des questions, mettez-les dans le chat. Du coup, quand un client vient nous voir en séance de coaching et que le coach travaille sur une croyance limitante, en fait, sans le vouloir, il aide son client à injecter les valeurs de quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que la personne s'est dit, c'est mieux d'être comme ça que comme je suis, donc il faut que je change un truc, aide-moi pour ça. Et on va travailler autour de ça en validant indirectement le postulat de départ qui est ce fonctionnement-là est mieux que le mien. Et donc le mien a un problème. Vous voyez ? Et du coup, si dans la séance, mon client va injecter à l'intérieur de lui les valeurs de quelqu'un d'autre, ça va pas être fluide, il va probablement résister, se forcer à être discipliné, je veux dire. Il va tenir quelques jours, quelques semaines, il va relâcher. Et puis du coup, non seulement il va revenir au point de départ, mais surtout, il va avoir de la culpabilité par-dessus. Culpabilité de ne pas avoir réussi à changer ça. Et donc, il va renforcer l'idée qu'il y a un truc qui déconne chez lui et qu'il faut le régler. Est-ce que vous comprenez cette histoire-là ? Moi aussi, Sabrina, j'aime bien l'idée de ramollir des croyances.
Rosanne, je ne sais pas si on se compare toujours. Dans ton exemple de l'épargne, est-ce que je me dis pas que j'épargne pas assez par rapport à des besoins propres? Tu pars du principe que nos... Attends, je pense qu'il y a deux questions, donc je vais déjà répondre à la première. Est-ce que je me dis pas que je n'épargne pas assez par rapport à mes besoins propres? Bah justement, ça dépend. Ça dépend de quel est le... Et ça, je vais rentrer dans le sujet juste après. Ça dépend de quel est le système de valeur qui est derrière. Et si ça faisait véritablement partie de ton système de valeurs et que c'était véritablement un truc important pour toi sans aucune comparaison extérieure, alors tu n'aurais pas la question et tu le ferais déjà. Tu vois? Tu pars du principe que nos besoins n'existent qu'à travers les autres et ce qu'on désire pour être comme les autres. Non, non, je pense qu'on a des besoins et des valeurs intrinsèques, mais que peu de personnes y sont vraiment connectées et que beaucoup de personnes essayent d'agir en mimétisme de ce qu'ils voient autour d'eux et de ce qu'ils perçoivent comme étant mieux que leur fonctionnement à eux. Je vais vous donner des exemples, etc. après quand je continuerai. C'est drôle, Julie, ce lapsus. Mais si j'ai peur des guêpes, je suis sûre qu'elles vont m'épiler. Donc te piquer, on va plutôt garder ça. Je me compare pas. Oui, mais là, du coup, on n'est pas dans l'ordre. On n'est pas dans la thématique du système de valeurs. On est plus dans l'ordre de la peur et de la phobie, etc. Qui peut d'ailleurs être basé sur quelque chose de vrai dans ta perception et dans ton vécu, qui a pu se produire. Par exemple, il y avait une guêpe qui est passée, elle t'a piqué, donc les guêpes, ça pique quand ça passe près de moi. Et qui peut aussi être quelque chose de projeté de l'extérieur. Par exemple, moi, je ne suis pas très à l'aise dans l'eau. Tu vois, j'ai appris à nager toute seule. Je suis vraiment pas... Enfin, j'irai pas là où j'ai pas pied. Genre, même milieu de piscine, j'y vais pas. Il m'est jamais rien arrivé, mais j'ai toujours entendu ma mère dire qu'elle avait peur de l'eau. Tu vois? Donc, il y a un truc de... Ça vient aussi des autres. Et ça, sur les peurs et les phobies, ça arrive assez souvent, mais c'est vraiment un autre sujet. Donc, je rentre pas là-dedans. Croyance, mes enfants vont me juger, c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Bah, faut rentrer dans le détail de cette croyance. Mes enfants vont me juger de faire quoi, de pas faire quoi, d'être quoi et de pas être quoi. Et en fonction de ça, ça veut dire qu'il y a forcément une perception déséquilibrée derrière qui est t'as peur qu'ils te jugent de ce avec quoi toi-même t'es pas à l'aise. Et t'es pas à l'aise par rapport à ça, justement parce que tu projettes ce qu'il faudrait que tu sois à la place de ce que tu es. Ça fait vraiment des phrases très philosophiques, hein, ces sujets. Je vous préviens, dites-moi si vous avez besoin d'une répétition. Et quand tu dis je dois être parfaite sans comparaison avec quelqu'un, j'y crois pas vraiment à cette option-là, Sabrina, parce que je pense que si on creuse, 30 personnes n'ont pas la même définition que ce que c'est que d'être une personne parfaite. Et ça vient forcément prendre racine dans ce qu'on a vu et dans ce qu'on valorise personnellement. Donc je ne crois pas à l'idée de être parfaite sans qu'il y ait aucun facteur extérieur dedans. Je suis tentée de dire qu'une vraie croyance limitante au sens interne nous freine dans le fait d'incarner vraiment nos valeurs. Attends, faut que je relise ça. Une vraie croyance limitante au sens interne. Donc déjà ça, je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire dans au sens interne. Nous freine dans le fait d'incarner vraiment nos valeurs. C'est tout l'inverse, justement. C'est-à-dire qu'une croyance limitante te protège d'une vie qui n'est pas dans tes valeurs. Et en fait, on change de dimension dans le travail. C'est qu'on va plus dire cette croyance est un problème à résoudre, mais cette croyance me donne un message à écouter pour percevoir ma vie et ma personne d'une manière dont je l'avais jamais regardée. Et effondrer la question, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire que quand je fais ce travail, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu cette croyance parce qu'elle m'a empêchée, elle m'a protégée d'aller dans une direction qui n'était finalement pas alignée à mes valeurs. C'est sûr que si tu fais pas de séance de coaching, tu ne te poses pas la question de tes valeurs, je trouve. Ouais, peu de personnes, et même j'en parle souvent là dernièrement. Et autant avec des personnes qui se sont jamais fait coacher, des personnes qui se sont fait coacher plein de fois, des personnes qui ont fait des thérapies, des coachs, des gens formés au coaching.
Et je trouve que le sujet des valeurs est très survolé et très minimisé dans l'impact qu'il peut avoir. Et je vais vous en parler juste après. Margot, je pense que mes croyances limitantes sont basées sur l'idée que je ne peux fonctionner que de la manière dont je l'ai fait jusque-là. Oui, c'est possible. Parce que du coup, si tu n'explores pas d'autres choses, tu n'as pas la preuve, tu vois, que ça fonctionne. Mais on n'a pas la preuve de tout et pourtant, on n'en fait pas toujours des croyances limitantes. Tu vois, on n'a pas la preuve que demain, quand le réveil va sonner, on va pouvoir se réveiller et qu'on pourra toujours parler, manger normalement, marcher avec nos deux jambes. Tu vois, on n'a pas de preuve que c'est possible, mais on n'en fait pas une croyance limitante qui nous empêche chaque jour d'avancer. Oui, c'est moi, Sabrina, qui veut aller faire un pique-nique plage en juin. Pour la parenthèse, j'organise début juin avec tous mes clients. Je les invite à venir passer un week-end à Biarritz. Il y aura plus de 150 entrepreneurs qui ont répondu présent. Et sur une des 2 journées, on va faire en effet des ateliers et notamment un pique-nique coucher de soleil sur la plage. Mais tu vois, pique-nique, plage, il n'y a pas de baignade dans l'océan pour moi, ou alors juste devant. Peut-être qu'elle projette que les autres voudraient qu'elle soit. Attends, peut-être qu'elle projette ce que les autres voudraient qu'elle soit et qu'elle sent que ça ne colle pas avec qui elle a envie d'être. Je sais pas si tu parles de quelqu'un en particulier. Ah, c'est bien, vous êtes bavard là. Ça crée des questions, j'aime bien. Peut-être qu'elle projette. Qui est-ce qui projette ça? Je sais pas si tu parlais de quelque chose que j'ai dit plus haut ou pas. Je veux bien l'info. Mais du coup, une personne peut en effet projeter ce qu'elle pense que les autres voudraient qu'elle soit et sentir que ça colle pas avec qui elle a envie d'être. Ça, c'est ultra fréquent. Vivre à côté de ses pompes et se réveiller un jour en comprenant qu'on était à côté de ses pompes. Ça, c'est très très souvent dans les coachings. Pour moi, les valeurs sont la colonne vertébrale de mon être et de ce qui me fait avancer. Je suis bien d'accord et tu me diras après si tu les as déjà définies de cette façon-là parce que je trouve qu'on va souvent pas assez loin et qu'on peut vite se tartiner de bullshit sur le sujet pour se rassurer sur la personne qu'on est. Donc, je vais en parler après ça. Les valeurs sont à mon sens les fondements de toute prise de décision. Sans les connaître, on n'a pas de clarté. Bah ouais, on avance. Mais ça, c'est des symptômes qui se retrouvent très souvent hein. Dans les séances de coaching. C'est assez fréquent d'avoir ces sujets-là qui arrivent et qui sont, bah, en fait, j'ai 40 ans et j'ai l'impression que je sais pas qui je suis, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux. Et j'ai l'impression d'avoir perdu 40 ans de ma vie et de me retrouver dans une vie qui me plaît pas trop. Ça, c'est hyper fréquent. Sabine, si je crois que je ne suis pas capable de me faire une place comme coach, bah pareil, il faut le décortiquer. Il faut rentrer dans du concret pour sortir du concept. Déjà, pas capable, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, pas capable physiquement, genre il y a quelque chose qui t'empêche de faire un mouvement et une action liée à ça. Pas capable parce que quoi t'empêche d'être capable? Et te faire une place comme coach, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tu vois? Et peut-être trouver un exemple factuel et concret d'une vraie situation où tu t'es dit: «Là, je suis pas capable de me faire une place comme coach». Celui qui pense qu'il dérange s'il partage ses soucis avec ses amis, en quoi ça le protège? Là, du coup, si tu parles de protection, est-ce que tu veux parler plutôt de bénéfices? Et du coup, c'est un petit sujet parallèle à ça. Bah, des bénéfices, on peut en trouver plein, hein. Et dans tous les cas, et ça, c'est un autre sujet, et probablement que je ferai une autre masterclass là-dessus, on a tous des perceptions déséquilibrées sur tout un tas de choses. Plus on est impliqué dedans, plus on est émotionnel sur le sujet, et plus on a de la certitude que c'est vrai ou que c'est faux, plus on est polarisé dessus. Et ça veut dire qu'il nous manque 50% de la vision sur une même situation. Et je vois beaucoup de cas en ce moment, je vous dis, je me forme en continu parce que je trouve que c'est hyper important en tant que coach et en tant que personne qui accompagne des humains d'être dans cette logique de constamment aller se nourrir d'autres visions.
Je vois beaucoup en ce moment le travail sur des cas, dramatiques quoi, de viol, de perte d'un enfant, de mort de quelqu'un de proche, d'agression et cetera et c'est assez fou le travail de rééquilibrer les perceptions sur ces sujets-là. Rééquilibrer les perceptions, ça veut dire être conscient qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans toute situation. Et à partir du moment où on n'est pas d'accord avec ça sur un truc, c'est qu'on est polarisé dessus. Mais bon, ça c'est un autre sujet à part entière que je développerai peut-être si ça vous intéresse dans une autre masterclass. Hum, hum. J'ai un souci avec la définition du concept de croyance limitante. Je suis hyper avide d'éclairer ça et de le maîtriser sans le formuler bouillonnement, peut-être brouillonnement. Est-ce que tu étais là au début? Parce que du coup, les définitions que tout le monde a données dans le chat, si tu peux remonter, toutes les définitions sont OK finalement. Elles fonctionnent toutes. Tu peux trouver aussi les définitions officielles, tu vois, sur Google, quoi. Il va te donner la définition officielle. Et voilà. Je pense que il n'y a pas tant à dire sur la définition en elle-même de la croyance, mais plutôt sur la manière dont on l'adresse en tant que coach. Tout à fait, aucune de mes clientes à ce jour ne connaissait leurs valeurs. Bah ouais, c'est dingue. Et sincèrement, même moi, j'ai redécouvert depuis 2 mois une nouvelle couche de mes valeurs et qui m'explique tout un tas de comportements que je jugeais chez moi avant ça. Des trucs que je pensais que je devais faire et que j'arrivais pas à faire, des trucs que je pensais que je voulais arrêter de faire, mais j'arrivais pas à y mettre un terme, mais en fait, je comprends pourquoi. C'est assez fou. Je confirme, j'ai dû faire la dépolarisation pour pouvoir déposer plainte. Ouais. Et justement, comment tu accompagnes ces personnes à prendre conscience qu'il peut y avoir des bénéfices dans une situation de perte d'enfant, d'agression? C'est du coup, Charlène, ça fait partie du processus qu'on a commencé de voir avec le rééquilibrage des perceptions. Si tu te souviens dans le dernier présentiel, d'ailleurs, je crois. C'est évidemment un travail qui est enfin, je veux dire, on va pas s'y atteler quand on se sent pas les épaules de tenir un espace qui va être chargé. Ça, déjà, c'est une évidence. C'est voilà, c'est évident que c'est délicat et c'est évident que si on s'y sent pas prêt, on va pas s'y confronter et on va commencer avec des trucs un peu plus cool. Genre, ma belle-mère, elle me sort par les yeux parce que, à chaque fois qu'on se voit, elle me fait des remarques, qui m'énervent. Voilà, on va commencer par ça et on va voir tous les bénéfices qu'il y a à ce que ta belle-mère se comporte comme ça, pour elle, pour les autres, pour toi. Et en fait, c'est exactement le même process, sauf que si nous-mêmes on est polarisé dessus et qu'on n'arrive pas à voir les autres bénéfices, bah en fait c'est plus complexe d'accompagner là-dessus. D'où l'importance de faire et refaire ce travail sur soi, de le voir faire autour, d'être supervisé sur le sujet, etc. Et, et d'ajouter d'autres protocoles que j'enrichis au fur et à mesure, comme le changement de forme que prennent les choses, puisqu'il y a une loi d'équilibre qui est là, qui fait que quand on perd quelque chose, on gagne quelque chose à un autre endroit et sous une autre forme. Euh, mais cette loi-là, elle existe et tout l'enjeu, c'est comment j'accompagne mon client à voir ça aussi, avec beaucoup de douceur ou avec beaucoup de challenge. Ça, c'est en fonction du style de coaching de chacun. Je suis d'accord avec toi, Sabrina, tellement libérateur, la dépolarisation, les bénéfices cachés qu'on voit pas. Et encore, et il y a en effet les bénéfices cachés qui sont pour quelles raisons je fais pas ce que je crois que je devrais faire, mais il y a aussi tout ce qui nous pique l'ego très fort d'aller voir, et notamment, je sais pas, je déteste les gens qui prennent trop de place, ok? Le fait d'aller voir où et quand moi-même je prends trop de place, ou je peux être perçue comme étant quelqu'un qui prend trop de place, ça pique l'ego d'aller voir ça. Parce que on déteste tellement ce truc qu'on n'a pas du tout envie de l'incarner. Et c'est justement parce qu'on n'a pas du tout envie de l'incarner que ça vient nous piquer à chaque fois que quelqu'un nous y renvoie. Je continue juste ce que je voulais vous dire parce que justement, on va rentrer dans l'histoire de valeurs. Pour pouvoir accompagner ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire une croyance n'est limitante
que pour nous empêcher de vivre la vie de quelqu'un d'autre, elle devient aidante pour nous aider à rester dans notre chemin personnel. Pour pouvoir accompagner de cette façon-là, c'est nécessaire de connaître le système de valeurs de son client. Et j'insiste sur un truc, on ne parle pas ni de valeurs morales, ni de valeurs conceptuelles, ni de valeurs fantasmées. Et ça, c'est ce qu'on voit quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah moi, mes valeurs, c'est la justice, la fidélité, l'altruisme ou j'en sais rien. Ça, c'est des valeurs concept, quoi. C'est des valeurs morales. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est des valeurs qu'on pourrait presque appeler des priorités de notre vie. Et j'insiste sur un autre truc hyper important, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux valeurs fantasmées. Et déjà, donc, faire ce travail, c'est hyper intéressant pour faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et sortir de l'image de la personne qu'on aurait envie d'être. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Si on demande à quelqu'un qui a des enfants, quel est son top 3 de valeurs? Il y a fort à parier que dans 9 cas sur 10, ils nous disent ses enfants en premier. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est socialement valorisé, de dire quand tu as des enfants, ça doit être ta priorité, c'est comme ça, sinon t'es pas un bon parent. Dans les faits, il n'y a pas tout le monde qui a ses enfants en priorité. Et c'est ok, hein, on a le droit. Mais le fait de se l'avouer, c'est déjà un grand pas. Quand je dis des valeurs pas fantasmées, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre comment je me perçois dans ma version idéale et qu'est-ce que ma vie démontre qui est véritablement important et prioritaire pour moi. Et c'est là que ça nous intéresse. C'est pas dans ma version idéale. Vous savez, c'est un peu... qu'est-ce que je pourrais trouver par exemple, dans ma version idéale à moi, un truc que j'adorerais faire mais j'ai jamais le temps, c'est me poser et jouer avec mes enfants. Jouer aux cartes, au Playmobil ou j'en sais rien. Dans ma version fantasmée, j'adorerais faire ça. Mais je trouve jamais le temps de le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai pas tant envie de ça. J'ai envie de continuer à me raconter que j'aimerais bien le faire si j'avais plus de temps. Mais c'est pas vrai. Par contre, passer du temps avec mes enfants à l'équitation le mercredi, les emmener en week-end pour que j'ai 4 enfants, donc j'aime bien les prendre régulièrement un par un pour passer des week-ends en tête-à-tête avec eux, vivre des expériences, créer des souvenirs. Ça, oui, 1000 fois, j'adore. Mais jouer avec eux, chez moi, à des jeux à eux, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, ça m'intéresse pas trop. Et ça, c'est super important d'aller se challenger personnellement ou de challenger vos coachés si vous leur faites faire l'exercice, c'est de se baser sur ce que leur vie démontre véritablement. Et d'ailleurs, pour les élèves de la Coach Academy, j'ai créé, là, il y a quelques semaines, un assistant IA que j'ai nourri beaucoup, avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de détails. J'ai fait des tests, j'ai renourri, etc., pour qu'ils arrivent en autonomie à aller trouver leur système de valeurs. Et je lui ai demandé d'être intransigeant sur est-ce qu'ils ont des preuves que c'est vraiment vrai? À quoi ils consacrent leur temps, leur pensée, leur argent? Qu'est-ce que leur vie démontre déjà? Parce que sinon, c'est que ça fait pas partie de leur valeur haute. Et le travail, c'est pas « Ah, mais alors comment je peux faire ça pour être une meilleure personne ?» C'est peut-être juste d'accepter que c'est pas dans mes valeurs hautes et aller chercher le jugement qu'il y a derrière, et c'est peut-être là-dessus par contre qu'il faudrait travailler. Je vous parle du coup de valeurs hautes, je donne juste une micro-définition, valeur haute et du coup par contraste valeur basse. Je vois vos questions passer, mais je continue un peu là-dessus et après je prendrai le temps de répondre à tout ça. Les valeurs hautes, quand on est dans nos valeurs hautes, on a naturellement un focus, une attention, une capacité à retenir l'information, une intention qui est au max. Dans nos valeurs hautes, on est naturellement discipliné et fiable.
On n'a pas besoin de motivation extérieure, parce que la motivation, elle est déjà à l'intérieur de nous. C'est ce que je vais faire spontanément, même quand je suis pas obligée de le faire. C'est ce que je vais faire dès que j'ai 1 heure de temps libre. Hop, ça vient de se libérer, j'ai un rendez-vous qui s'est annulé. Qu'est-ce que je vais faire de cette heure-là? Ça montre quelles sont nos valeurs hautes. Aussi, quand on est face à un choix, on a naturellement la capacité à générer beaucoup d'options et à être nuancé. Ça aussi, c'est un signe qu'on est dans nos valeurs hautes. Et naturellement, on trouve toujours du temps, de l'énergie, de l'argent pour ça, même si ça paraît pas raisonnable. Vous savez, il y a probablement vous ou dans votre entourage quelqu'un qui a jamais le temps pour rien, mais si vous lui proposez ça, il trouve toujours un peu de temps pour le faire. Quelqu'un qui a jamais de sous pour rien, j'ai pas le budget, là les finances c'est compliqué, mais pour acheter ça, il continue de le faire même si c'est un peu la merde. Ça c'est un signal que ça fait partie de ses valeurs hautes. Les valeurs basses, du coup, à l'inverse, quand on est dans nos valeurs basses, et ça arrive très souvent, on a besoin d'un système de menace ou punition pour se mettre en action et de récompense pour pouvoir agir. On a besoin d'un des deux. On a besoin d'une carotte et d'un bâton. Parce que sinon, on ne le fait pas. C'est dans nos valeurs basses, on n'a pas envie de le faire, donc on est obligé de trouver des raisons de le faire et de se réconforter. Si je le fais, je ne me ferai pas taper dessus, et si je le fais, à la fin, j'aurai un cadeau. Quand on est face à une décision, on a des choix qui sont beaucoup plus binaires. C'est soit ça, et il n'y a pas trop de troisième option, il n'y a pas de nuance. Quand on est dans nos valeurs basses, naturellement, on fonctionne plutôt en mode survie. On va avoir tendance à procrastiner, à toujours manquer de temps et d'argent pour ça, évidemment. Et on est indiscipliné. Donc du coup, on se dit, non, mais là, ça suffit. Il faut que je me fasse un planning, il faut que je me fasse une to-do list, et j'y déroge pas. Et surtout, le problème qu'il y a avec ça, c'est que très souvent et inconsciemment, on va se comparer à des personnes qui ont ça dans leur valeur haute. Donc si ma valeur argent, épargne, investissement, faire grandir mon patrimoine n'est pas haute chez moi et que c'est vraiment une corvée quand je dois m'en occuper, je vais me comparer à quelqu'un qui a l'argent en valeur haute. Et quelqu'un qui a l'argent en valeur haute, il n'a pas besoin d'autant de discipline que vous pour pouvoir s'y mettre. Parce que naturellement, je vous rappelle, il est discipliné, fiable, motivé. Il n'a pas besoin de bâton, il n'a pas besoin de carotte. Il aime faire ça quoi qu'il arrive. Ok ? Je regarde un petit peu vos questions. Il arrive que 2 valeurs prioritaires soient contradictoires. Oui, Rosanne. Oui, complètement. C'est juste que t'es trop nul au Uno. Même pas, en vrai, ça va, je me défends. En fait, moi, j'aime la nouveauté. Je suis réflecteur en human design, donc ceux à qui ça parle, vous saurez. J'aime la nouveauté. Donc, s'ils ont un nouveau jeu, je suis trop d'accord de jouer une fois. Mais quand j'ai compris le jeu, ça m'intéresse plus. Oui, c'est exact. J'adore d'ailleurs faire le cadran d'Hoffman pour voir ce qui me dérange chez quelqu'un. Est-ce que ça me renvoie? Bah ouais. L'autre est notre miroir, hein. On n'attire pas les gens autour de nous par hasard, ils sont là pour nous faire travailler quelque chose. On dit souvent que le résultat démontre la vraie intention. Peut-être. Du coup, je ne sais pas dans quel cadre c'est, donc j'ai pas de matière pour y répondre, mais peut-être ce à quoi ça me fait penser, c'est nos pensées créent nos résultats, et du coup, on pourrait peut-être mettre l'intention dans les pensées, et du coup, ça donne le résultat, en effet. Ah oui, c'est essentiel d'aller chercher des preuves et dans toutes les sphères de sa vie, de ses valeurs, sinon, c'en est pas. Ouais, c'est ça. Nourrir nos valeurs pour être bien, se ressourcer. C'est tout ce qu'on procrastine, la liste est longue. Ouais, les valeurs basses, il y a un peu un petit coup de massue quand on se plonge vraiment dans le cœur du sujet. Là, honnêtement, je vous le fais un peu en version condensée, mais c'est quelque chose sur lequel on va passer des jours dans la Coach Academy. Donc là, je vous fais une version raccourcie. Mais on peut se prendre un peu un coup de massue, vous ou vos coachés, quand vous les accompagnez, à se rendre compte qu'en fait, peut-être que notre vie, elle n'est organisée que autour de nos valeurs basses. Parce que si spontanément, vous voyez pas dans quoi vous êtes naturellement discipliné, vous n'avez pas besoin de récompense, vous n'avez pas besoin de punition si vous le faites pas, vous êtes naturellement motivé, vous avez envie de le faire, dès que vous avez un peu de temps, c'est ça que vous faites. Si vous voyez pas,
ce qu'il y a, bah, peut-être qu'en effet, il y a plus de valeurs basses que de valeurs hautes dans votre vie. Et c'est un constat. De ce constat va découler votre jugement, et c'est là-dessus que ça peut être intéressant d'aller regarder. Et c'est long de trouver ces valeurs. Ouais, c'est hyper long. C'est pour ça que j'ai créé cet assistant IA, parce que il, il reprend le process en 13 questions, en 13 étapes, pour s'assurer que chacune est vraiment vraie et pas fantasmée. Et à la fin, il nous fait une synthèse avec un classement et avec les conflits de valeurs qu'il y a dedans. Et franchement, il marche plutôt pas mal. J'avais lu que la procrastination était une peur. Bah, la procrastination, elle peut avoir plusieurs causes. Ça peut venir d'une peur de quelque chose, et la peur, c'est soit j'ai peur de perdre quelque chose à quoi je suis attachée, ou j'ai peur de récupérer quelque chose que je ne veux pas. L'un des deux. Mais la procrastination peut aussi être un symptôme que ce que je m'apprête à faire n'est pas aligné avec mes valeurs. Et vous allez me dire, oui, mais on peut pas vivre que aligné avec ses valeurs, parce que prendre soin de ma maison et faire le ménage et la vaisselle, ça fait pas partie de mes valeurs hautes. Oui, mais du coup, il y a des protocoles. Là, je vais pas rentrer dans le détail, mais dans la Coach Academy, on voit un protocole pour faire remonter dans votre système de valeurs les choses qui sont importantes, en comprenant pourquoi elles sont importantes pour vous. Et ça change tout quand vous arrivez à les rattacher à votre système de valeurs. Dans ce cas-là, les personnes sont toujours épuisées si elles sont toujours en valeur basse. Oui, oui, complètement. Elles sont épuisées, elles n'ont pas envie, elles ont la flemme, elles sont fatiguées, elles n'ont pas de temps, elles n'ont pas d'argent pour ça. Ça, c'est un bon indicateur, l'argent aussi. Est-ce que si quelqu'un, là, regardait vos relevés de compte sur les 6 derniers mois, il vous dirait bah, tu déconnes, pourquoi tu achètes ça? Pourquoi tu consacres cet argent-là pour ce truc? Parce qu'en fait, ça, c'est factuellement un des trucs qui montre quelles sont vos valeurs, à quoi vous accordez de l'importance. Moi, par exemple, je sais que ma valeur, et j'ai compris ça récemment, ma valeur apprentissage et compréhension de l'humain est plus importante que ma valeur argent et enrichissement personnel. Ce qui explique pourquoi, quand j'ai de l'argent, je préfère l'échanger contre quelque chose qui va m'apprendre et m'aider à progresser sur le fonctionnement de l'humain et la psychologie, plutôt que garder cet argent sur mon compte et le faire grossir. Une des manifestations. Pareil, la santé au sens large, le sport, l'alimentation, les compléments, etc., fait partie de mes valeurs hautes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là dans son top 5 trouve que mes dépenses dans ce domaine de vie sont abusées. Il va me dire, mais pourquoi tu payes ce prix-là pour des compléments, pour la salle de sport, mais tes courses, tu pourrais diviser le prix par 2. Je suis sûre qu'on me dirait ça. Est-ce que c'est grave? Oui, si je me compare à lui. Est-ce que c'est grave si je comprends que dans mon système de valeurs à moi, ça c'est important? Non, je vis du coup alignée avec mon système à moi. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est que quand on fonctionne dans ces valeurs basses, on développe un truc qui s'appelle l'effet de compensation morale. Ça veut dire que j'essaye de rééquilibrer la balance inconsciemment. Pour chaque truc un peu nul et chiant, je vais m'autoriser le droit de faire un truc que je trouve cool. Et à l'inverse, dès que j'ai fait un truc cool, je m'oblige un peu à faire un truc chiant pour compenser. Exemple classique. Je suis allée à la salle de sport faire une séance, j'aime pas ça. Je me suis forcée pour y aller. Bon, bah ce soir, pour le dessert, je vais me récompenser et je vais manger ce petit fondant au chocolat. Et l'inverse, du coup, fonctionne aussi. Ah, dimanche, j'étais crevée, en plus, je vais avoir mes règles après-demain, donc j'étais pas bien, j'ai mangé 3 fondants au chocolat. Bon, bah pour me punir de ce truc-là, je vais aller à la salle de sport. J'ai fait un truc que j'aime bien, je me le suis autorisé, je vais me punir en faisant un truc que j'aime pas. Ça, c'est souvent un signe qu'on vit dans nos valeurs basses aussi.
Et imaginez du coup, attendez, je bois un petit coup. Imaginez du coup maintenant en tant que coach, vous êtes le coach. Vous avez un système de valeurs personnelles. Vous n'avez pas forcément votre système de valeurs de coach parfait et universel. Hein. Vous êtes un être humain avant tout. Donc votre système de valeurs à vous, c'est par exemple la famille. Et dans la famille, on entend passer du temps avec ses enfants et dans son couple. Vous avez en 2 la santé, le sport, l'alimentation, le mouvement. Et vous avez en 3 la contribution. Donc, par exemple, vous êtes engagé dans une asso, vous aimez transmettre ce que vous avez appris à vos clients, à vos coachés. Donc ça, c'est votre système de valeurs personnel. Et vous avez un client qui arrive pour un coaching et qui vous dit, qui culpabilise parce qu'il travaille trop et qu'il ne voit pas assez ses enfants. Ça, c'est son sujet avec lequel il arrive. Vous creusez parce que vous êtes un bon coach, vous sentez que c'est sincère, que c'est vraiment une souffrance chez lui, et vous allez du coup chercher à travailler autour de cette question. Du coup, inconsciemment, vous validez que c'est un problème. Pour lui, pas forcément pour vous, parce que vous êtes un bon coach et que vous n'allez pas projeter un truc, mais inconsciemment, on travaille là-dessus pour essayer de rectifier ce qu'il a envie de bouger. Alors que peut-être, son système de valeurs à lui, c'est développement du business en 1, apprentissage sur le sujet X en 2, et argent, investissement, faire grandir mon patrimoine en 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses enfants, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon père, ça veut juste dire que dans son système de valeurs, ses croyances et ses comportements l'aident à rester aligné à lui et pas à vivre la vie de quelqu'un qui aurait la vie de famille en valeur numéro 1. Du coup, ce qui se passe pour ce client, c'est que il culpabilise par contraste et par comparaison d'un système de valeurs injecté par l'extérieur. Je devrais passer plus de temps avec mes enfants qu'à bosser. Et malgré le fait que je me dis je devrais faire ça, bon bah c'est vrai que dès que j'ai une heure de libre, en fait, je vais pas chercher mes enfants plus tôt à la garderie et je continue à bosser parce que j'adore ça. Mais je culpabilise parce que je trouve que c'est pas bien et que je devrais avoir la valeur famille en premier. Et vous voyez du coup l'importance d'aller travailler ça en détail, autant pour vous, personnellement, parce que ça va vous aider bien sûr, que pour vos coachés. Je regarde un peu ce que vous avez mis. Il faut les travailler pour les faire remonter, ces valeurs basses. Ben, en fait, soit on accepte que c'est nos valeurs basses, parce que tu vas pas pouvoir remonter toutes tes valeurs en valeurs hautes, et tu vas pas pouvoir remonter tous les domaines de vie en valeurs hautes. Finance, spiritualité, travail, vie sociale, famille, etc. Tu peux pas les faire toutes remonter. Naturellement, la loi de l'équilibre fait que quand tu mets plus d'attention là-dessus, t'en mets moins sur autre chose. C'est automatique. Observez ça d'ailleurs dans les relations, par exemple. Souvent, qu'est-ce qu'on dit quand on est célibataire, on a une vie sociale avec ses potes qui est hyper riche, et puis on se met en couple, et puis d'un coup, bah, on a un peu moins de potes, ou on se voit un peu moins souvent, et on a une vie avec ses potes qui est moins riche. Mais c'est pas qu'on a perdu quelque chose avec eux, c'est que la qualité et la quantité de temps qu'on passait avec eux s'est transféré en partie dans cette relation de couple aussi. Donc, soit tu acceptes que ça fait partie de tes valeurs basses et tu es OK avec ça, et du coup, tu ne cherches plus à te comparer et à te dire que ça devrait être autrement. Tu sais juste que ton système de valeurs n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Soit, en effet, tu veux travailler à les faire remonter parce que c'est important pour toi. Je prends l'exemple de la valeur argent. Si je suis entrepreneur, ça peut être intéressant, mais je suis pas obligée, hein, mais ça peut être intéressant de faire remonter la valeur argent en lien avec mon système de valeurs. En quoi développer la valeur argent, et je précise un truc, c'est pas en quoi avoir de l'argent, c'est en quoi faire les actions pour développer la valeur argent vont me permettre de nourrir mes valeurs hautes naturelles, sans essayer de forcer. Mais bon, ça, c'est tout un protocole qu'on voit sur plusieurs heures, hein, donc c'est réduit, ne prenez pas ça au pied de la lettre,
Et si vous voulez en savoir plus, on vous expliquera tout avec grande joie dans la Coach Academy. Ok. Je suis pareil, mais ça fait panier percé. Bah, c'est un jugement, oui, c'est un jugement de l'extérieur. Et c'est sûr que si tu te compares à quelqu'un qui a une valeur épargne forte, bah oui, t'as un panier percé. Tu dépenses beaucoup de ton argent. Mais vous avez peut-être pas les mêmes systèmes de valeurs. Alors, Julie, il y a parfois de la discipline aussi. Par exemple, je vais pas foutre en l'air toutes ces années de sport qui ont été bénéfiques sur le corps, même si c'est pas un kiff. C'est peut-être pas. Imaginons que tu fais du CrossFit. C'est peut-être pas CrossFit dans tes valeurs hautes, mais c'est peut-être santé ou c'est peut-être apparence physique. Avoir un physique qui me plaît et que je trouve attirant, ça fait partie de mes valeurs hautes. Ok, du coup, je vais valoriser tout ce qui me permet de l'atteindre. Mais c'est pas forcément l'action en elle-même. Pareil, par exemple, moi, j'ai la valeur business dans mon top 3. Il y a des tâches administratives, ça me gave, tu vois. Elles sont pas dans mon système de valeurs hautes directement, mais elles y sont rattachées. Je sais que si je fais ces tâches-là, ça me permet de contribuer à développer mon business et du coup, ça répond à mes valeurs. Lui faire ramollir cette injonction. Soit il fait ramollir cette injonction et là, on reste dans le travail du coach classique, soit on fait le travail et tout le protocole pour que la question n'existe plus, pour effondrer la question. Et en fait, à la fin, ce qui se passe quand on fait le protocole, c'est que la personne, elle ressent de la gratitude pour elle d'avoir eu cette limite qui l'a empêché de vivre autrement que comme il avait envie de vivre au fond de lui, sans forcément se l'autoriser. Tu vois? Oui, Nora, exactement. C'est complètement l'influence de Martini sur les valeurs. Complètement. Et d'ailleurs, les 13 questions dont je parlais pour réussir à les définir sont issues de cette méthode-là. Les valeurs, c'est davantage des domaines type argent, famille, IMO, etc., plutôt que des valeurs type dépassement de soi. Non. Dépassement de soi. J'ai eu un client tout à l'heure, c'était ça le sujet. C'était performance, dépassement de soi, pour lui en lien avec le sport, mais faisait partie de ses valeurs hautes. Donc en fait, si tu coaches et qu'en plus, en tant que coach d'élite, tu arrives à rattacher l'objectif de ton client à son système de valeurs, tu as un impact qui est incroyable parce que ça va le toucher directement. Si j'ai un client qui a une valeur famille très forte, mais que moi je lui parle à partir de ma valeur business, oui, il va se dire bah oui, c'est vrai, ça a l'air cool d'atteindre cet objectif. Mais si je lui montre en quoi cet objectif va servir sa valeur famille, ça va avoir un impact fou sur lui. Et c'est là que les plus beaux déclics vont se créer. Oui, il n'y a pas de valeur type. La liste est sans fin et on a des valeurs. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout que vous compreniez que c'est pas une histoire de valeur morale et c'est pas une histoire de. Il y a pas de notion. Je me demande à quel point je m'embarque dans ce sujet-là. Je vous la fais très courte. Il n'y a pas de notion de curseur fierté honte. Tu vois, alors que quand on va dire bah moi ma valeur numéro un c'est la justice, il y a un côté je vais me battre pour ce truc parce que moi je suis fière d'être juste avec tout le monde tout le temps dans ma vie et du coup je vais réprimer la part de moi qui parfois est injuste en voulant être juste avec tout le monde et je vais pas vouloir l'avoir. Et là c'est pas du tout ça dont on parle en effet. Donc je reprends le fil de ce que je voulais vous dire. Au lieu de travailler sur la croyance limitante, le coach ici, l'excellent coach, la troisième catégorie, il va apprendre à identifier à qui le client se compare, à qui ou à quoi il se compare, du coup, à quel système de valeurs il se compare pour essayer d'injecter ça à l'intérieur de lui. Il va l'accompagner à descendre cette personne du piédestal duquel il l'a posée et à reconnecter le client à ses valeurs intrinsèques. Et ça, c'est déjà un très beau travail. Et si on pouvait résumer ça, du coup, vous avez donc 2 niveaux de coaching. Vous avez le coaching, le bon coaching qui permet de trouver la réponse à la question du client. Enfin, on est d'accord, le client trouve sa propre réponse accompagnée par vous, mais il y a un système de
tu es venu avec une question, tu repars avec une réponse. Ou alors, on dissout la question pour que la personne reparte presque avec des larmes de gratitude d'avoir fonctionné comme ça et de comprendre que tout est absolument parfait tel que c'est. Ça paraît fou sur certains sujets, mais dans le protocole en lui-même, c'est exactement ce qui se passe en fait. On change, on switch la perception qu'on avait et on ouvre une porte qu'on n'avait encore jamais ouverte jusque-là. Et ça rééquilibre du coup la part manquante de ce qu'on percevait d'une situation. La plupart des coachs restent au premier niveau. Et évidemment, la Coach Academy forme au deuxième. Je vous fais du coup une transition parce que le moment est venu. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer de les écrire et puis on terminera avec ces questions-là. Ce qu'on a vu ce soir, c'est un petit fragment de ce qu'on travaille dans la Coach Academy. Je vous ai parlé d'un principe, je vous ai montré un début de process, je vous ai expliqué les concepts qui gravitent autour et une autre manière d'aborder les choses que de venir trouver une réponse à un sujet. Évidemment, dans la formation, on va jusqu'au bout. Vous avez le process complet de dissolution de toutes les charges, le travail sur la hiérarchie de valeurs et de vide, parce que un truc dont j'ai pas parlé, mais parce que c'est un sujet si vaste, c'est que nos valeurs se créent à partir des vides qu'on a perçus dans notre vie. Ce dont on perçoit manquer devient naturellement le truc le plus important pour nous. On le voit par exemple avec la santé. Quand on a une bonne santé, on n'y pense pas. Et puis, on nous annonce une maladie et la santé devient le truc le plus important pour nous à ce moment-là. Et on peut réorganiser sa vie autour de ça. Donc, on va voir tout le process de dissolution des charges, le travail sur la hiérarchie de valeurs et de vide, le protocole pour accompagner un client qui veut vivre selon son système de valeurs une fois qu'il le connaît et comment est-ce qu'on accompagne ce changement-là, qui est un beau changement de vie. La distinction aussi entre les deux parts du cerveau qui vont être activées différemment selon si on vit dans nos valeurs hautes ou nos valeurs basses, selon si c'est la partie évoluée de notre cerveau ou si c'est la partie la plus primitive, et comment naviguer entre elles pour vous en tant que coach. Vous allez aussi comprendre comment les mécanismes fonctionnent dans toutes les subtilités qu'il y a, et on sait qu'il y en a beaucoup parce qu'on accompagne des humains. Ça veut dire que c'est de la matière vivante. Ce qui veut dire que tout ne se résume pas à tenez, je vous fais un PDF avec les étapes une par une et puis vous n'avez qu'à l'appliquer et ça va marcher pour tout le monde. On n'est pas un call center avec une liste à dérouler, donc ça, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Et du coup, quand vous apprenez tous ces mécanismes-là, vous avez évidemment des protocoles pour pouvoir adresser n'importe quel type de problématique. Et ça, j'insiste là-dessus. Les coachs qu'on forme, et là, on vient de terminer une superbe cohorte et on le voit en fait, sont capables d'accompagner des sujets ultra variés autour du coaching avec les outils qu'ils ont, avec un impact qui est profond, qui est durable, et l'impact, ça fait partie des choses qui nous importent beaucoup, comme je vous le disais. Et puis surtout, au-delà de voir et de comprendre avec votre cerveau tout ça, vous allez pouvoir vous y entraîner sous supervision et vous allez savoir aussi faire remonter d'ailleurs un comportement. Comme je vous disais, on peut faire remonter un comportement en le rattachant à des valeurs hautes. Donc vous allez voir comment on fait tout ça. Et ça, ce n'est qu'une toute petite partie de tout le programme beaucoup plus vaste qu'on fait dans la Coach Academy. Et évidemment, c'est une aventure qui est aussi personnelle parce que vous allez vivre la transformation pour vous en premier. En fait, vous allez devenir vos premiers clients, votre premier client, pour avoir encore un plus haut niveau d'alignement quand vous allez en parler par la suite, parce que vous allez l'incarner. Donc en fait, vous allez parler pour vous sans même rien dire, quoi. Ça se verra. Je vais vous mettre ici un bouton qui vous permet d'aller découvrir les différents témoignages et je vais juste en prendre. Où est-ce que je peux aller? Ah, je suis pas sûre de pouvoir aller sur celui-là. Non, je peux pas vous partager mon écran sur celui-ci, tant pis. Je vous invite à cliquer dessus parce que vous allez découvrir des dizaines de témoignages en vidéo, en screenshot de ce qui nous a été envoyé.
Et vous allez voir qu'il y a des profils de tout type. On a pas mal de coachs qui sont déjà formés, déjà en activité, qui ont déjà des clients, qui ont déjà fait une ou plusieurs écoles de coaching, qui ont déjà des outils, etc., et qui se forment quand même. Euh, Personnellement, c'est un truc que je trouve très sain et que je fais aussi, hein, comme je vous le disais au début. Moi, je continue de me former. Je pense qu'un des pires scénarios pour un coach, c'est de penser à un moment donné qu'il est arrivé au bout, quoi, qu'il sait tout et qu'il est suffisant avec ce qu'il a. Euh, et c'est là qu'on commence à devenir mauvais sans trop s'en rendre compte parce qu'on est sur nos certitudes. Donc, personnellement, ça fait 7 ans que j'accompagne des gens, que je les coach. J'ai eu plus de 1200 personnes que j'ai accompagnées à travers tout un tas de programmes différents. Et je m'inscris toujours dans des écoles de coaching parce que je trouve que j'ai toujours quelque chose à y apprendre. Donc je trouve que c'est une démarche qui est très saine. Donc vous allez voir, il y a des témoignages euh, de personnes qui ont ce profil-là. Il y a des personnes qui ont découvert le coaching, n'en avaient pas trop entendu parler et en fait, en écoutant, se sont dit mais j'ai envie de faire ça moi aussi. J'ai envie de pouvoir créer ce genre de déclic, de transformation pour les autres. Il y en a qui sont venus sans intention de devenir coach, mais simplement pour le vivre à titre personnel et qui se sont révélés à travers des mois qu'on a passés ensemble. Il y en a qui avaient envie de lancer leur activité de coach et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a des témoignages avec des chiffres, concrètement, quel a été le retour sur investissement de la formation, etc. Donc, vous avez tout ça. N'oubliez pas que à un moment donné, ils étaient à la même place que vous, c'est-à-dire, oh, ça me donne envie, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc, allez lire ce qu'ils ont à vous partager, parce que c'est des messages qu'ils ont pour vous, en fait. Évidemment, ils nous les envoient à nous et ça nous fait trop plaisir de les lire, mais c'est surtout des messages pour vous. Et je vous remets le bouton pour réserver un appel si vous en avez envie avec Émilie. Ou alors, je crois que je vous ai mis aussi mon numéro directement si vous voulez m'envoyer un petit message sur WhatsApp pour qu'on discute directement. C'est avec grand plaisir si vous vous posez des questions. Je vous ai dit, la Coach Academy, elle ouvre ses portes maintenant une fois par an. La prochaine rentrée, elle sera en septembre. On commence là à voir les premières inscriptions qui arrivent. On a un système de liste d'attente pour pouvoir valider que votre profil est OK pour rejoindre l'école. Parce que nous, notre but, c'est de former des gens qui vont vraiment faire quelque chose, qui vont vraiment s'investir et qui ont envie d'apprendre. J'imagine que si vous êtes là, c'est que dans votre système de valeurs, quelque part, il doit y avoir l'apprentissage, peut-être la transmission, peut-être avoir de l'impact. Donc, a priori, on se retrouve déjà sur ce genre d'éléments-là. Donc, prenez un appel ou alors écrivez-moi directement en sachant que votre formation officiellement commence en septembre, mais qu'elle commence le jour où vous arrivez, puisqu'on vous réserve tout un tas de bonus et de surprises qui vous permettent d'être ultra prêt. En fait, on a créé une espèce de prépa pour la Coach Academy qui se crée dans les mois qui précèdent la rentrée. Donc, si vous décidez de nous rejoindre maintenant, en fait, votre aventure, elle commence maintenant. Et on commencera déjà à vous accompagner avec beaucoup de joie. Sabine, trop impatiente de te voir et de t'entendre en Belgique au mois de juin. Moi aussi, j'ai trop hâte. D'habitude, c'est Laurence qui se déplace beaucoup et qui vient en France quand on a des événements, des formations, etc. Et là, c'est la première fois que je vais aller, moi, en Belgique, voir les élèves de l'école là-bas. Et on va faire plein de choses qui sont très chouettes. Il y a un beau programme qui nous attend, donc j'ai hâte de vous rencontrer aussi. Je regarde dans les questions. Si jamais il y a des questions par rapport à ce que je vous ai partagé ce soir, par rapport au programme de l'école, par rapport au processus d'inscription, par rapport à ce que vous voulez, c'est le moment. On est parti pour la FAQ. Si jamais il reste des questions, j'ai essayé d'y répondre à mesure que je les voyais, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Ok. Nos valeurs se créent aussi dans nos blessures. Oui, et nos blessures viennent souvent de vide, hein. J'ai perçu manquer je sais pas, d'écoute et d'explication de la part de mes parents. Naturellement, je vais valoriser ça et dans le schéma que je vais reproduire, je vais mettre beaucoup plus d'attention là-dessus. Tu me donnes envie de refaire une autre école de coach. Tu vois, du coup, j'ai répondu avant de le lire, mais avant, j'aimerais faire le module 2 et 3 et 4. Sensiblement, on va se revoir d'une façon ou d'une autre. Ok, je vois pas de questions tout de suite, mais peut-être que c'est parce qu'on a un petit délai. Je vous laisse encore quelques minutes si jamais il y en a.
Est-ce que ce que je vous ai partagé était clair? Est-ce que ça vous a donné une autre manière d'adresser le sujet des croyances limitantes, non plus en cherchant à les résoudre, à les ramollir, à les réparer, mais à les voir comme étant parfaites telles qu'elles sont pour que la personne puisse vivre alignée selon son système de valeurs? Est-ce que ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle? Est-ce que ça vous semble clair? Génial. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions de votre côté. Alors il est l'heure de se laisser. De toute façon, pour les personnes qui sont sur le groupe WhatsApp, on peut continuer d'échanger là-bas si vous avez des questions qui vous viennent avec plaisir. Ça me donne envie de réviser cette partie de la formation, mais je m'interroge sur certaines problématiques de mes coachés. Aurélie, tu sais que la formation, même si elle est officiellement terminée, les groupes WhatsApp ne ferment pas. Donc si tu as envie de venir questionner, challenger les problématiques de tes coachés et d'avoir mon retour, tu peux le faire sur le groupe avec plaisir. Charlène, j'aime bien ce genre de live. Moi aussi, je trouve ça chouette. Et là, à partir de maintenant, j'ai déjà défini les dates pour toute l'année. Donc tous les mois, à peu près, ouais, non, même carrément tous les mois, il y aura des lives comme ça que je vais proposer régulièrement. J'enverrai l'info par mail et sur le groupe WhatsApp. Donc pensez à checker. J'ai pas encore tous les sujets à l'avance parce que je me suis fait une liste de sujets et après je pioche en fonction de l'inspiration du jour. Mais du coup tous les mois on peut se retrouver comme ça pour aborder des sujets complémentaires à tout ce qu'on voit. Et puis peut-être donner envie aux personnes qui n'ont pas encore fait la formation de nous rejoindre pour progresser encore. Quelle est la durée de la formation? Alors Margot, la formation, elle va être sur une année scolaire, donc de septembre à juin. Quel format? Le format est hybride. Il y a une majorité de distanciel, synchrone ou asynchrone. Donc parfois on est en live, parfois tu as des modules en vidéo avec des exercices associés pour avancer et pouvoir progresser à ton rythme. Tu as des systèmes d'évaluation pour s'assurer que tu passes les étapes au fur et à mesure. Et on a aussi du présentiel qui se passe à Paris et qui est retransmis si besoin en direct. On a quasiment à chaque fois, sauf sur la dernière session, mais sinon on a quasiment à chaque fois au moins une personne qui ne peut pas faire le déplacement et du coup on retransmet en direct avec elle pour que soit elle nous suive en direct depuis chez elle, soit elle puisse avoir accès au replay du présentiel. Et est-ce que la promo de septembre serait déjà certifiée RNCP? On l'espère. Normalement, oui. On n'a pas 100% de la main sur les délais. Et comme vous vous doutez, ou tant mieux pour vous, vous ne doutez pas, c'est extrêmement long comme processus. Il y a toute une première partie qui est celle qu'on est en train de faire maintenant. Et ensuite, il y a toute une deuxième partie qui est la plus longue, qui est l'instruction du dossier et la certification du titre RNCP. Mais on espère que d'ici février-mars 2027, ce soit terminé, ce qui fait que la promotion qui embarque en septembre pourrait bénéficier de cette certification-là. Emmanuel, super de te réécouter, approfondir tout ça, génial. Sabrina, le paiement par CPF sont pour septembre. On n'a pas de délai pareil à annoncer parce que ça fait pas partie de ce qui est entre nos mains. J'espère que d'ici cet été, ce sera possible et ce sera ouvert. Mais avec le CPF, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des nouvelles règles et notamment des plafonds. Je crois qu'il y a un plafond de 1500 euros par formation maintenant et avec un reste à charge minimum de 150 euros. Donc, ce qui fait que même si tu as beaucoup plus, c'est le max de ce que tu peux faire. On en reparlera. De toute façon, il sert à ça aussi le lien que je vous ai mis. C'est marrant, il y avait deux Emmanuel. Du coup, je ne sais pas à laquelle je répondais. Je sais qu'on a Emmanuel, l'élève d'une promo qui vient de se terminer, et donc Emmanuel là qui me dit ce live qui m'a permis de te découvrir. Du coup, bienvenue. Désolée si quand j'ai répondu, je pensais m'adresser à l'autre et que ça t'a semblé bizarre comme réponse. Donc pour le CPF, voilà, j'espère que d'ici cet été, ce sera OK. De toute façon, le mieux, c'est de vous mentionner d'une façon ou d'une autre, de vous manifester, pas de vous mentionner, soit en réservant l'appel avec Émilie, et vous avez le lien plus haut,
soit en m'écrivant sur WhatsApp, et vous avez pareil mon numéro qui est dans la notification pour prendre un appel, ou bien je suis sur le groupe WhatsApp, ou bien vous répondez par mail, c'est moi qui les reçois et c'est moi qui les lis tous, pour pouvoir me dire moi ça m'intéresse mais j'aimerais le financer de cette façon, comme ça dès que c'est ouvert, je peux vous le dire, et revenir vers vous pour ça. Les prix vont évoluer avec le RNCP ou pas? J'avais en tête les tarifs de l'année dernière. Ils vont évoluer parce qu'ils vont devoir être découpés différemment. Du coup, pareil pour toutes les questions un peu spécifiques sur les plannings, sur les tarifs bloc par bloc, etc. Le mieux, c'est qu'on échange ensemble. Soit vous réservez un appel, soit vous m'écrivez sur WhatsApp. Mais le mieux, c'est qu'on échange ensemble parce que justement, comme on est dans ce process de structuration pour coller aux petites cases RNCP, on est obligé d'avancer un peu à tâtons pour l'instant et on ne sait pas encore exactement comment on va devoir les découper et du coup, quel sera le tarif bloc par bloc, tu vois. Donc le mieux, c'est on s'appelle comme ça, on voit ça en détail ensemble et puis nous, on peut savoir qui on a besoin de tenir au courant à mesure qu'on avance dans nos démarches. Sabrina, oui, vaut mieux échanger avec moi directement pour les blocs, oui, parce que c'est moi qui fais tout le process RNCP là, donc je suis vraiment, c'est mon gros sujet du moment. Donc là, normalement, c'est moi qui ai le plus d'infos de toutes les personnes avec qui je travaille sur ces sujets-là. C'est moi qui ai toutes les infos. Ok, et eh ben écoutez, je pense que c'est bon. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur le groupe WhatsApp, vous m'envoyez un petit message, ou bien vous répondez au mail si vous avez par miracle raté mon numéro quelque part. Je vous réponds avec plaisir. Si vous voulez plus de réactivité, peut-être réserver un appel parce que moi j'ai souvent beaucoup de messages et souvent je mets un peu de temps pour y répondre. Donc si vous avez besoin d'un truc rapide, vous prenez l'appel, sinon vous m'écrivez. Et puis voilà, j'ai passé une très bonne soirée à vous parler de tout ça. Merci pour votre interaction. C'était vraiment chouette de sentir qu'on était ensemble et que le sujet vous a intéressé. Je vous souhaite de passer une super soirée et puis on se retrouve très vite, soit dans la Coach Academy, soit dans le prochain live, soit ailleurs. Mais en tout cas, je suis sûre qu'on se retrouvera. Merci, ciao.